Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode, une nouvelle émission sur Entre-deux. On est très heureux de vous retrouver encore une fois. Vous commencez à avoir l'habitude, on est encore une fois extrêmement bien accueillis chez RVB, le RVB Space qui se situe au 6 rue Aubert à Saint-Denis, qui est un espace notamment avec des bureaux partagés. Si vous êtes freelance, que vous avez besoin d'un endroit pour vous fixer, vous poser pour travailler. C'est ici que ça se passe, un endroit créé par des entrepreneurs et pour des entrepreneurs avec une ambiance exceptionnelle et de très beaux locaux, une vraie ambiance de travail comme on les aime. On les remercie encore une fois de nous accueillir et on retrouve Thibaut. Comment ça va ? Bonjour à tous, et écoute, ça va très très bien. Là on va parler d'un événement qui représente beaucoup pour le monde du basket. Ouais. Et on a des petits cracks notamment qui arrivent. C'est ça. Vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre. On refait, pour les habitués qui savent, on refait tous les ans des prospects de draft, des profils de draft. Évidemment en amont de la draft NBA qui aura lieu en juin prochain. Oui. Et donc voilà, et aujourd'hui on commence avec un Français et on va parler de monsieur Ryan Rupert. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Ryan Rupert ? Tu veux faire le profil ou je le fais ? Je te laisse faire le profil. Allez. S'il y a besoin de rebondir, je serai là. Ryan Rupert, on parle donc d'un ailier polyvalent, on va dire, dans le profil, qui joue aux New Zealand Breakers cette saison, donc la saison 2022-2023, formé au Pôle France Basket, oui. Notamment avant de rejoindre donc, les Breakers l'année précédente. Les Breakers qui d'ailleurs aime bien les Français, puisqu'on a déjà eu Ousmane Dieng et Hugo Besson qui ont été draftés l'année dernière. Il y en a un qui a mieux réussi que l'autre. Mais... il y en a un qui est revenu en Europe, donc oui. Voilà. Mais voilà, en tout cas, un centre de formation, on va dire, français délocalisé en Nouvelle-Zélande. Le pôle France en Nouvelle-Zélande. Donc Ryan Rupert, on l'a dit, ailier polyvalent, peut jouer 2, peut jouer 3, peut jouer surtout 3 et peut décaler en 2, voire en 4, on va dire. Oui. Ailier moderne, quoi. Exactement. Wing moderne, comme disent les Américains. 2 mètres, 87 kilos, une envergure exceptionnelle avec les bras, c'est des longs segments pratiques si pour tu jouer ces rajoutes postes-là. les bras, il fait 3 mètres 5. C'est ça. Génération 2004, on parle d'un joueur qui a notamment eu 13 sélections en bleu avec les U18 et donc qui a joué aussi, à noter, la finale de NBL cette année avec les New Zealand Breakers, notamment pas mal de minutes sur les 3 premiers matchs, un gros quart d'heure de temps de jeu sur les 3 premiers matchs. Ça a été plus compliqué après, les Breakers qui ont d'ailleurs perdu leur finale en NBL. Mais voilà, donc responsabilisé dans les moments importants aussi. Et qui a, on va en parler parce qu'après on va vous parler des stats en approfondi. Il a joué seulement 20 matchs cette saison dû à une petite blessure au poignet aussi. Très responsabilisé, donc on le disait, aux New Zealand Breakers, notamment pour un jeune, un peu les Breakers qui se spécialisent, on le disait, dans le fait de prendre des joueurs, de leur donner du temps de jeu, de prendre des jeunes prospects et de leur donner du temps de jeu dans un championnat qui s'apparente dans un système global, qui c'est un championnat qui ressemble beaucoup par exemple à la G-League, où il y a beaucoup d'anciens joueurs NBA, beaucoup d'anciens internationaux, enfin on va dire pas d'anciens internationaux, mais d'internationaux, on va dire des différents pays de l'Océanie qui sont plus ou moins en fin de carrière, un peu, qui prennent des rôles de vétérans et qui reviennent dans ce championnat-là. Donc c'est pour ça qu'on a autant de jeunes joueurs qui partent jouer là-bas. Et ça leur réussit puisque voilà, on a beaucoup de joueurs draftés de ce championnat-là. Lamelo Ball avait joué au Illawarra Hawks, je crois, dans ce championnat, était drafté de là. RJ Hampton aussi, qui venait des Breakers il y a 2 ans. Et donc Ousmane Dieng et Hugo Besson la saison dernière. Donc vraiment un championnat qui envoie des jeunes à la draft. Exactement. Vas-y, donne-nous les stats de notre ami Rupert. Statistiquement, Ryan Rupert, ça vaut 6,6 points, 2,5 rebonds, une passe décisive, 36% au tir, 25% à 3 points, 70% au lancer franc, un peu moins d'une interception, 0,2 contre. En fait, j'avais mis 0,2 contre parce que du coup, les Américains aiment bien dire les stocks, c'est-à-dire les steals plus blocks. Donc interception plus contre en cumulé, ça te fait 1. En stade défensif, ça fait un chiffre entier, donc un nombre entier. Donc voilà. En 20 matchs, 20 minutes en moyenne pour 5 d'évaluation. C'est ça. Qu'est-ce qu'on en pense ?
Écoute, il y Bah, a des progrès à faire au pourcentage, notamment à l'efficacité au tir. Mais Ouais, je ça, pense qu'on va en reparler dans les mois. plus mois, ouais. Exactement. Je vous conseille, enfin, on vous conseille déjà d'aller voir notamment ce qui se passe sur YouTube avec pas mal de vidéos de matchs disponibles, notamment. Ouais, Pas que ouais. des highlights, parce que là, pour le coup, pour les prospects de draft, enfin, nous, on trouve que c'est jamais très intéressant de voir les highlights parce que Bah, tu vois que des highlights en fait. c'est ça. Il n'y a pas d'analyse du jeu du joueur. Bah, tu peux le faire toi-même, mais avec des highlights, c'est compliqué. Donc, il faut vraiment voir des séquences plus C'est ou moins ça. complètes de jeu et contre différentes équipes, différents profils, etc. C'est ça. Donc, On va voilà. justement essayer de vous mettre, le lien en bio, enfin en description, pardon. Il y a Le mec est sur il y a une Insta. chaîne YouTube, d'ailleurs suivez-nous sur Insta. Il y a une chaîne YouTube qui avait posté justement, donc juste en séquencé les actions où Ryan Rupert est sur le terrain pendant les finales NBL notamment. Donc du coup il y a genre 3 vidéos de 2, 3, 4 minutes chacune, bref. Du coup, c'est facile à regarder et on voit du coup aussi bien les highlights que entre guillemets les lowlights. Ouais, donc ça permet bien d'analyser sur des vrais contenus de match. Et en plus, on le disait, donc finale de NBL, on pensez ce que vous voulez de ce championnat, mais ça reste quand même. Bah, c'est correct. C'est compétitif, puis il y a de l'enjeu, voilà. C'est ça. Ce qui me saute aux yeux quand on lit ces stats, un peu de manière brute, Ouais. on dénote quand même une certaine polyvalence. Oui, il est un peu partout, il noircit, hein, clairement. Après, bon, on l'a dit, au niveau des interceptions et du contre, en moyenne, c'est pas. En un quart d'heure, c'est pas mal quand même. En un quart d'heure, c'est pas mal. Enfin, ouais, 20 minutes, Oui, pardon, moyenne. Oui, Mais voilà. enfin, voilà, un quart d'heure, 20 minutes, quoi. Ouais, la polyvalence est cool. Déjà, son profil fait qu'il peut être polyvalent sur plusieurs C'est postes. ça. Et il est polyvalent dans son jeu de Ouais. base. Il peut aussi bien passer que percuter, que Ouais. défendre. C'est clair. Et ça se ressent, clairement, quand tu le regardes. Et quand tu vois les stats, tu arrives à le lire. Après, il y a de la progression sur certains C'est aspects, ça. quand même, comme je le disais tout à l'heure. Même si, globalement, on est sur un joueur complet de fou, quoi. C'est ça. Tu le dis. Oui, c'est exactement ça. C'est un joueur qui est. Oui, c'est ça en fait. En fait, il a une base de polyvalence naturelle en fait. Oui, c'est ça. De base, C'est ça. Physiquement, il est déjà de base. brut. En tant que joueur brut, il est polyvalent. C'est ça. Après, évidemment, il y a des secteurs dans lesquels il faut s'améliorer, etc. Oui. Un des points négatifs qu'on soulignera peut-être tout à l'heure aussi, c'est justement faire attention à ne pas être trop polyvalent, entre guillemets. Je m'expliquerai après, mais Oui. en gros, Je vois ce que tu veux dire. Dans la une NBA est ligue une où, ligue de spécialistes. Exactement. Voilà, on en Oui. reparlera après. Du coup, est-ce qu'on passerait pas au plus-moins? Ouais, on va passer au plus-moins. Je voulais juste disclaimer, quand on dit qu'il y a de la progression, c'est normal, hein, à alors, avoir. on va le dire sur tous les joueurs. Hein, enfin, Alors, et puis c'est normal, sinon ce serait inquiétant, enfin pas inquiétant, mais ce serait particulier si des jeunes n'avaient pas besoin de progresser dans certains C'est ça. secteurs. Donc, si voilà. tu as déjà atteint ton plafond à 19 ans, c'est compliqué. Évidemment qu'il est très bon, même s'il peut progresser justement sur. Oui, c'est ça, si tu as atteint ton plafond à 18 ans. Du coup, on le disait, et c'est le plus gros point positif, et c'est pour moi la raison principale pour laquelle il va être drafté en NBA, c'est sa défense. Ouais. C'est-à-dire on est vraiment sur un joueur type pot de colle, En fait, un pot de colle défensif. Ouais, je trouve ça impressionnant parce que le mec est autant capable de défendre le champ Oui, sur de la zone Ouais. avec des longs segments que Ouais. de défendre sur de la remontée de balle en fait c'est tout ça, terrain. sur du 1 contre 1, sur Et des meneurs, et on il l'a peut vu. switcher enfin. sur tout. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a un joueur qui a des cannes, on a un joueur qui a mentalité de défense, défenseur intelligent parce qu'il va préférer rester devant le joueur à qui il est assigné en défense Ouais. plutôt que tenter une interception ou En fait, il bloque le passage, il essaie c'est pas ça, forcément il de reste devant. gêner Voilà. d'influer directement sur le joueur, mais il gêne le passage, donc forcément, il n'y a pas de drive possible, il n'y a rien. Bras hyper actif, c'est-à-dire que Tout le temps la main qui traîne. tout le temps les mains bien placées et tout pour déstabiliser C'est clair. le joueur adverse. Encore une fois, checker des matchs des New Zealand Breakers où tu le disais sur des montées de balles, en fait il est quasiment en tout terrain sur les meneurs et tu sens que le mec est en souffrance quand il remonte la balle. Bah quoi, et ça oui. se comprend. L'autre, il fait un pas chassé, il a fait la moitié du terrain, donc C'est forcément, ça. il couvre un champ tellement large que, enfin, Donc, attaquer dessus, ça doit être un calvaire. des vraiment. cannes, des bras hyper actifs et hyper longs, donc pour gêner c'est parfait. Une mentalité, on le disait, intelligence à rester devant plutôt que de tenter une interception et de tenter un pari sur une interception et de se faire prendre derrière. C'est ça. Et tu le disais, tu l'as cité rapidement, mais pour moi, encore une fois dans la NBA actuelle, c'est ce qu'on demande quasiment en premier à un défenseur, c'est capacité à switcher. Ouais. C'est-à-dire vraiment, on parle d'un joueur qui défend
On va parler d'un point négatif après qui lui empêche de défendre certains postes, mais notamment le poste 5. C'est ça. On parle d'un mec, il arrive en NBA avec ses 2 mètres, 87 kilos, c'est un peu léger, on va en reparler. Mais 2 mètres, des bras comme ça, une mentalité défensive, une intelligence défensive, il peut défendre les postes 1 à 4. Sans problème. Bien quoi. sûr. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais à terme, il peut défendre les postes 1 à 4 sans problème. Quoi. Mais même dans certains postes 4, quand tu vois que par exemple des fois Michael Bridges joue 4, tu peux le mettre dessus par exemple. C'est clairement ça. Ou Michael ou Miles, tu veux dire Michael. Ouais, ok. Au Nets, ouais, exactement. Okay. Au Nets 4, maintenant. oui, ok. Oui, il joue 4 sur certaines Johnson, séquences. mais oui, c'est clair. Oui. Donc il y a ça, et c'est ce qu'on cherche le plus en NBA quasiment aujourd'hui. Et il y a des séquences, tu le disais, souvent quand ça joue de la zone, parce que ça joue beaucoup de zones, c'est hyper... En vrai, la NBL, c'est super complet, intéressant. Non, mais c'est super intéressant à regarder aussi, c'est vraiment du basket intéressant. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que il est en zone, souvent en pointe, que ce soit en pointe, enfin en gros, sur défense placée, il est en pointe. Que ce soit de la zone ou pas de la zone, en gros. Ouais. Et quand c'est de la zone, il peut quand même switcher derrière l'écran, mais il n'y a aucun... switcher derrière l'écran, il n'y a jamais de mismatch, en fait. Mais alors, switcher derrière l'écran... Très peu, j'ai l'impression. Il switch... en fait, ça, c'est un truc aussi qui est fou sur sa défense, c'est qu'il arrive toujours à bien se placer pour passer au-dessus. Intelligence. Donc, il laisse jamais de shoot ouvert. C'est ça. Et le truc, c'est que derrière, après, comme il a des longs segments, le drive, c'est tout de suite plus compliqué. Même si tu arrives à passer et qu'il passe au-dessus de l'écran, ça t'ouvre, mais non. C'est ça. Et tu as raison, il est très fort. Tu as raison, justement, sur les step-out. Ouais. C'est-à-dire, il y a un écran qui arrive, il est pris dans... En fait, il est quasiment jamais pris dans l'écran. Il est jamais pris dans l'écran. Il arrive toujours à passer la jambe ou l'épaule. Il arrive à step-out direct, ce qui fait que l'équipe qui joue son pick en attaque ne crée pas de décalage sur le pick and roll. Et du coup, c'est quand même embêtant en attaque. Quoi. Et dans le cas où il y a un switch, au pire, et qu'il est pris dans l'écran, c'est pas un switch de merde, quoi, pour lui. C'est ça, c'est jamais une mismatch. C'est quasiment jamais une mismatch. Ouais, c'est rare. Donc mais ça, on en revient à la polyvalence, en fait. C'est ça. Ah oui, c'est le mot. Surtout en défense, c'est clairement ça. C'est le mot. On a vu des flashs de potentiel à la création balle en main, qui est aussi un plus. Ouais, tu vois, c'est intéressant, c'est intéressant que tu viens de parler de Michael Bridges. C'est très intéressant, parce qu'en vrai, dans le profil... Et comme on voit comment s'est développé ce joueur-là, ça peut être un template, ça peut carrément être un template. Hein. C'est clair. Oui. Capable de shooter, même si on va y revenir, il y a des petits détails à corriger là-dessus. Capable de driver. Et puis Michael Bridges, quand il arrive aux Suns, défenseur quasi exclusif, ailier de mission défensive, on va dire, qui joue après en attaque, qui joue off-ball, des coupes, etc. Et du catch and shoot. Ça, on va revenir avec Rupert. Et après, petit à petit, les Suns lui ont donné un peu de création par-ci par-là, des miettes de création, on va dire. Et là, depuis qu'il est honnête, il fait la fin de saison qu'on connaît. Hein. Donc ça peut être un template super intéressant. Je t'ai coupé, tu voulais dire autre chose? Non. Ce qui m'a surpris dans son jeu, et c'est un vrai plus, c'est qu'il a un footwork de zinzin. Défensivement, c'est chaud. Hein. Même offensivement. Moi c'est offensivement. Ah ouais. Il a un footwork. C'est vrai qu'il y a sur les contre-attaques, les Eurostep. Il y a des bons fondamentaux. Hein. Et alors, merci le Pôle France Basket. Alors ça, au poste, c'est un peu compliqué physiquement, mais même au poste, il a un footwork de fou. Quoi. Il arrive en défense ou en attaque? En attaque. Okay. En attaque, il arrive à se placer dos au panier. Ouais. Alors, il arrive toujours à se retourner, à se créer son espace. Bon, ça rentre pas. Après, il y a du travail dessus. Oui. Mais globalement, le footwork, il est impeccable. Le footwork est très bon. Et pour un mec de cette taille-là, avec des segments aussi longs, je trouve ça fou d'être aussi à l'aise avec ton corps et de maîtriser aussi bien son physique, parce qu'au-delà du footwork, il maîtrise très bien son physique. Son corps dans l'espace, c'est sa clair. Taille, il arrive toujours... Des fois, il va aller au panier, même s'il est justement pas forcément à l'aise au poste. Il va se mettre de dos. Ouais. Le mec est souvent plus petit au poste 2-3. Ouais. Il a juste à se retourner et y aller, et ça, il le maîtrise très bien, simple, en sobriété, mais ça marche de fou et c'est exceptionnel. Et efficacité, on va en reparler peut-être un peu dans les mois aussi, mais les flashs à la création, moi, c'est ce qui m'avait marqué, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un joueur, souvent, quand il est planqué dans l'aile, le meneur monte la balle, il prend un écran, il curl. En fait, dès qu'il reçoit la balle en mouvement, c'est très dur de l'arrêter, parce qu'on le dit, déjà, il a tellement d'envergure qu'il prend, en fait... Il curl, il pose un dribble, il est au cercle en gros. Quand il fait un pas, on a fait 3. C'est ça.
Et il y a vraiment, on sent qu'il travaille son handle et que c'est super intéressant à ce niveau-là en fait. Je suis d'accord. Donc il y a un vrai potentiel de création balle en main à exploiter ou pas, on verra dans quel équipe il tombe. À la Nico Batum, on en reparlera après. QI Basket, on est sur vraiment un joueur qui a été formé, on le disait, Pôle France Basket. De toute façon, là, dans la liste des Français, j'ai dans la liste des Français que vous allez voir après, mais il n'y a pas de citron, c'est ça. Là, on est vraiment sur. On a beaucoup de chance. QI Basket, donc voilà, joueur, il est à une passe de moyenne pour un mec qui a quasiment jamais la balle en main. Donc c'est correct. En tout cas, c'est pas sa qualité première de passer. Donc non, mais il est capable. C'est un joueur capable. Oui, il est capable. C'est ça que je veux dire. C'est qu'en gros, c'est pas un croqueur, c'est un joueur collectif, intelligent. Oui, l'average. L'intelligence défensive est quasiment. Bon, après, il va arriver en NBA, il va devoir apprendre entre guillemets le métier, mais c'est normal. Mais intelligence défensive, il a une base magnifique. Et en attaque, il a ce côté justement mentalité très collective, etc. Peu de mauvais choix. Et du coup, c'est hyper intéressant. En fait, ça, c'est un truc qui me semble plus ou moins logique, c'est que si tu es capable d'être intelligent sur l'aspect défensif, tu peux anticiper ce que la défense adverse va faire, donc forcément, tu es capable d'attaquer intelligemment. C'est ça. Et inversement d'ailleurs. Mais bon. Voilà, ça c'était pour les points positifs. On va parler des points négatifs qui, encore une fois, ne sont pas une critique, c'est un constat et c'est pas du tout. On lui tire pas dessus, hein, c'est juste pour vous donner vraiment une vision globale du joueur et savoir à quoi vous attendre, entre guillemets, à quoi on peut s'attendre. Le plus gros point à bosser, on a mis la régularité à 3 points en premier. Ouais, la consistance au tir, le fait d'être régulier. 25% à 3 points, c'est faible. Mais même 36% au tir, c'est compliqué. Oui, mais à 36% au tir, c'est sur autre chose. On va en revenir après, mais là, vraiment, si on parle vraiment que tir externe, il y a du travail à faire. Il est bon en placement. C'est-à-dire que dans l'aile, il est souvent bien placé. En fait, il est bien placé, il est aux bons endroits, mais c'est toujours en fait ta mécanique qui pêche, qui part en couille, ou les jambes qui sont un peu bizarres. Part en couille, je suis pas forcément d'accord. Ou saccadé. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est plus ça en fait. C'est que la forme, la mécanique en termes de forme est très correcte. Par contre, tu sens qu'il y a un truc qui coince au bout d'un moment, c'est-à-dire que souvent il attend. T'as l'impression que des fois, sa mécanique est vraiment saccadée. T'as l'impression qu'il lag des fois quand il shoot, dans le sens où t'as l'impression, des fois, je sais pas, qu'il va tirer, qu'il va commencer à shooter, il attend de redescendre de son jump shot pour commencer à shooter. Il y a plein de joueurs comme ça et ça se corrige facilement. Manque de fluidité et c'est ce qui entraîne aussi du coup ce pourcentage-là. Une régularité pas ouf parce que du coup, il va avoir des flashs où il va en mettre pas beaucoup. Il y a des séquences où il est vraiment percutant et il met ses tirs. Mais des fois, forcément, comme ton timing n'est pas géré et que t'es pas forcément super à l'aise avec ton timing de shoot, c'est ça. Et à noter aussi, des séquences où ça rentre pas. Par contre, il me semble, mais c'est à vérifier, mais il me semble que les distances en termes de ligne à 3 points en NBL sont plus ou moins similaires qu'en NBA. En tout cas, elles sont plus éloignées qu'en Europe. Je crois. Je sais pas. À vérifier. Faut vérifier s'ils se battent sur la FIBA ou la NBA. En tout cas, la NBL, du coup, à ce niveau-là, c'est intéressant parce qu'il a quasiment déjà le range pour shooter à 3 points NBA. Oui, par contre, mais déjà avec les dimensions physiques qu'il a, il peut pouvoir shooter de loin. C'est ça. Donc du coup, ça, on l'a mis en plus gros point noir parce que c'est ce qu'on va lui demander tout de suite en NBA. Enfin, on va lui demander sa défense, mais ça, il l'a déjà. En fait, là, c'est le prototype du 3&D en NBA, donc c'est ce qu'on va lui demander, donc il va falloir être régulier. Mais un petit passage avec Holger, tu connais. Typiquement, ou d'autres coachs, il y a des très bons staffs NBA qui travaillent très bien au niveau du shoot. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des coachs perso, là où au Breakers ou au Pôle France, c'est moins le cas. Au Breakers, t'as des coachs perso. Ouais, mais je suis pas sûr. Mais après, il est resté 1 an, quoi. Il est resté 1 an et on parle pas de la même qualité de coaching entre la NBA et la NBL. Je veux tirer sur personne. Il y a quand même des équipes NBA qui, dans leur staff, ont des consultants, genre type Kyle Korver. Voilà. Bon, ça peut aider. Au shoot, ça peut aider. Donc ça, on l'a mis dans le plus gros point noir parce que c'est ce qu'on va lui demander. En fait, il aura des minutes par sa défense. Là où il peut gratter des minutes supplémentaires et rester sur le terrain, c'est ne pas être un plot en attaque. Écoute-moi bien, si Patrick Beverley a des minutes, je veux rien savoir, Ryan Rupert à terme doit avoir des minutes. Voilà. Dans une NBA où les ailiers sont assez dominants, voilà. Deuxième point négatif pour l'instant, on va dire la puissance. Puissance pure, c'est-à-dire que puissance, masse musculaire, le fait d'être son physique en fait. Enfin,
C'est un point négatif et un point positif en même temps parce qu'on a dit il utilise très bien sa taille et le fait qu'il soit longiligne. Ouais. Mais c'est Mais vrai, des fois, manque de il manque de puissance, puissance. manque de masse musculaire, donc ce qui fait que sur les postes 4 un peu costauds et les postes 5 c'est encore compliqué. Là, tu parles sur jeu placé. Sur jeu placé, mais enfin oui, forcément sur, Oui, voilà. sur une remontée de balle évidemment. Non, mais c'est ce que je voulais dire. En fait, je voulais surtout dire que, parce qu'on a oublié de le dire, mais joueur phénoménal, évidemment, c'est le profil de joueur sur transition, c'est un enfin, c'est. Oui, tiens, Il peut faire l'interception, prendre le rebond, coast to coast et finir. Thomas. Voilà. Donc sur transition, ça s'éclate. Mais des fois, et c'est ce qui explique les 36% de réussite au tir, c'est que ce soit sur jeu placé ou sur transition. Ah, tu parlais offensivement, moi je parlais en défense aussi. Ah, ok, en défense. Enfin, les aussi. deux, Oui, offensivement les deux, et mais défensivement. Offensivement, il y a un côté où, des fois, forcément, il manque, tu sens qu'il manque les 5-6 kilos en haut. C'est pour ça que je disais. Les 5-6 kilos bien placés dans les épaules ou quoi pour vraiment finir. Dans les épaules pour pouvoir ne serait-ce que lever ton bras sans te faire gêner. Pour parce que des fois, réduire la gêne. On en parlait à la création, quand il reçoit la balle en mouvement, qu'il attaque avec un dribble fort, il a un très bon premier dribble, impactant, je trouve, sur son premier dribble, il est impactant, mais il a du mal des fois à finir parce que forcément, tu te tapes un gros babard. Il manque d'impact physique en fait. C'est ça, il manque d'impact physique. Et ça peut lui porter préjudice, ça le fait. Alors je parlais de son footwork au poste et en général qui est exceptionnel. Par contre, justement, au poste, pour l'instant, tu as l'impression qu'il n'est pas très bon. Parce qu'il arrive toujours à se placer et à bien finir, à avoir ses espaces, mais comme il est un peu léger physiquement, il n'a pas la puissance pour réussir à aller chercher. Quoi. Haut du corps. Ouais. Faut vraiment... Il y a un vrai taf, il y a de la muscu à faire. C'est ça. Mais ça, encore une fois, c'est pas un, c'est un point négatif à l'instant T, mais ça se bosse. Et dernier point négatif, le scoring en général. C'est pas un score, c'est pas une machine à scorer. Non, ce ne sera pas. Est-ce que c'est grave? Ça peut l'être. Non, c'est pas grave. Ça peut l'être. En fait, les deux premiers points négatifs qu'on a cités, qui sont le 3, l'adresse extérieure de manière générale, que ce soit. C'est des éléments qui se corrigent. Oui, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est que l'efficacité dans le tir externe, que ce soit en termes d'efficacité pure et en termes de mécanique, en termes de pourcentage machin, c'est ce qu'on va lui demander tout de suite. Et la puissance, il en aura besoin, tu l'as dit, pour défendre des mecs et finir. Ouais. Parce qu'avec son physique, il est obligé de finir. Oui, parce que je parlais de jeu au poste, mais même dans le drive, des fois, quand tu te retrouves face à 2-3 mecs, c'est ça. Tu peux te faire un peu découper et t'arrives pas à aller chercher trop. C'est ça. Et donc du coup, ça c'est vraiment les deux points qu'on a décidé de prendre en premier, les deux points négatifs vraiment principaux, puisque c'est ce qu'on va lui demander tout de suite. Comme tu dis, le scoring, si ce n'est pas un scoreur et que c'est juste un ailier titulaire en NBA, sans être un scoreur, c'est parfait, qu'il peut tourner à 10-12 points par match, c'est très bien. Attention, hein, il peut scorer, mais c'est pas un scoreur dans l'âme. Dans le sens où on l'entend aujourd'hui, où le mec met 30 points par match. C'est ça, il y a des flashs où des fois justement ça joue des pics, ça pose un ou deux dribbles derrière le pic, et ça shoot en sortie de dribble mi-distance ou quoi, on en a vu, il y a des flashs, mais c'est clairement pas pour l'instant, il y a encore du boulot à ce niveau-là. C'est, on va dire, le point négatif pour l'instant le moins grave, puisqu'on le dit, ça se trouve, il aura jamais besoin d'être un gros scoreur dans sa carrière pour faire une carrière NBA. Non. Donc voilà. Non. Je pense qu'on a bien fait le tour. On a bien sur fait le le tour. profil et sur voilà, les si stats, vous avez les plus, les moins. Des réactions. Si vous avez des éléments à apporter aussi et que vous avez un avis peut-être différent sur certains points, n'hésitez pas, au contraire. On sera très heureux de vous lire. Personne à la science infuse, c'est notre analyse. Voilà. Voilà, tout simplement. Que ce soit en commentaire YouTube ou sur Twitter. Oui, ou même en DM, allez-y. Savez. On serait très heureux de parler avec vous. Maintenant, la projection. Tu veux que je commence? Alors déjà, on est plus ou moins d'accord. Et alors il y a différents médias qui le projettent plus ou moins haut à la draft. Nous, on a pris ça en compte et on a pris notre avis en compte évidemment. Enfin, on s'est nourri de ça pour aussi ça pourrait être un peu donner notre avis. On est plus ou moins d'accord que ça va être un pic entre le pic 10 et le pic 20. Oui, voilà. milieu fin, ouais. Le ventre mou de la draft. Le ventre mou du premier tour, on va dire. Il y a quelques médias qui le projettent à l'intérieur du top 10 aussi, pourquoi pas. Parce que c'est un projet, hein, on l'a dit. Enfin, il y a déjà beaucoup d'éléments sur lesquels tu peux t'appuyer. Et il y a un plafond. Il y a du concret déjà. Franchement, le plafond de Ren Rupert, il est élevé. Hein. Il est franchement hyper élevé. Parce que tu parlais d'un Nicolas Batum.
En fait, ça peut être alors je parle pas de la carrière, mais je parle du profil, de joueur que c'est. Ça peut être, il peut faire une carrière à on lui souhaite. Hein. Alors, je ne dis pas que c'est gagné, mais il peut faire une carrière à la Nicolas Batum en NBA, c'est-à-dire role player de très bonnes équipes. Oui, entre 6e homme et titulaire en fonction des équipes. C'est ça, et vraiment élément important voire clé sur certains matchs. Oui, clairement. Après, si on veut vraiment comparer à Nicolas Batum, personnellement, je trouve qu'au niveau du bagage offensif et technique, il est au-dessus de ce qu'était Nicolas Batum dans les mêmes années, en arrivant en NBA, c'est ça, au moment de la draft. Tu m'as déjà dit ça en off, je suis pas forcément d'accord, je pense qu'on oublie un peu trop le Nicolas Batum de Pro A, mais qui a été MVP d'Euroleague sur des semaines, à l'époque il y avait il y a toujours les MVP par semaine. Oui, bien sûr, par journée. Il a été plusieurs fois, bref. C'est un autre débat. Ouais. En tout cas, on est sur à peu près ce profil-là. Fin de premier tour. Entre 10 et 20, on s'est dit, donne-nous ton pick, Thibaut. Et moi, c'est peut-être un peu rich pour certains. Moi, je le vois. Alors, pour l'instant, on s'est basé sur les projections de Tankathon, donc au niveau des picks pour les équipes. C'est tout. La loterie, en fait, c'est ça. La loterie n'est pas encore définie. Donc là, on projette. Des estimations. Voilà, on projette. On va dire que c'est notre mock draft 1.0 et on projette le joueur dans l'équipe au moment où on tourne. C'est ça, c'est aussi en fonction des probabilités de pick de chaque équipe et en fonction de où il est placé par les observateurs. On fera des mock drafts 2.0 par la suite, il n'y a aucun problème. Moi je le mets en 10 parce que ça me semble pas déconnant qu'il craque le top 10. Effectivement c'est un projet et je pense que c'est un jeune sur qui tu as le droit de parier et d'investir. C'est clair, tu as plus que le droit même. Voilà. Et je le vois bien aux Mavs. Alors là, c'est parce que je trouve que le fit est bon et que j'aimerais bien le voir dans ce système-là, sous Kidd avec Doncic, tout ça. Pour taffer la défense de Kidd, ça va être sympa. Hein. La défense est vice, parce que là, il peut lui apprendre des trucs aussi. Dinguerie. Et puis à côté de Doncic, surtout dans le genre complémentaire, est-ce qu'on fait pas mieux c'est pas sûr qu'il ait beaucoup de ballons en attaque, mais en même temps, le peu de ballons qu'il va avoir, il va être efficace parce qu'il va être servi dans des conditions assez sympas. C'est ça, et puis en sortie de banc, il peut prendre le relais avec la seconde unit. Moi, j'aimerais bien le voir aux Mavs, et pour moi, craquer le top 10, c'est pas déconnant. Ok, et on parle plutôt d'un mec qui, dans sa première saison, sera plutôt en sortie de banc quand même. Oui, quand même. On est d'accord. On craque pas un 5 majeur. En fonction de l'équipe. En fonction de l'équipe, mais... Et là, tu vois, typiquement au Mavs, je le vois pas être poste 3 titulaire dès la saison prochaine s'il est drafté au Mavs. À voir. Je suis... Sortie de banc, c'est très bien pour apprendre le métier aussi. Hein. C'est très bien, mais je pense qu'avec les besoins des Mavs et en fonction de comment Après, il s'adapte... était en sortie de banc, encore une fois, on les a aussi saucés, mais c'est sans leur manquer de respect. Mais tu vois, il jouait 15 minutes en sortie de banc aux New Zealand Breakers. Je suis pas sûr qu'il joue titulaire au Dallas Mavericks s'il est drafté l'année prochaine. À voir. Bref, c'est un autre débat. À voir. Eh bien moi, écoutez, j'ai choisi le pick numéro 16, donc un petit peu plus bas que Thibaut dans la draft. Sortie de loterie, pour moi c'est là à peu près que je le vois. Au moment où nous parlons, il est encore en la possession du Utah Jazz. Et en fait, il y a un côté où je pense qu'il est dispo en 16, tu te mouilles pas trop en le prenant. Non. Parce que c'est limite, c'est pas encore un style, mais c'est pas mal. S'il tombe après le top 15, ça peut être un style. Hein. S'il tombe après le top 15, après là t'es en 16, bon voilà. Oui, voilà. Mais j'aime bien le fit et j'aime bien le fit et je pense que Utah peut miser sur ce type de joueur parce que Utah, on le rappelle, reconstruction, on met les jeunes en avant. Danny Ainge aux commandes. Parce que ça peut être un très bon asset dans des trades s'il se développe bien plus tard ou quoi, tu vois. Exactement. Mine de rien, t'as pas un poste 3, je veux dire, la concurrence, c'est pas folle à Utah dans l'effectif au poste 3, tu vois. Et Utah, c'est quand même, on le dit pas assez souvent, mais c'est quand même une équipe qui développe hyper bien ses joueurs. On parle des développements genre Rudy Gobert, Rudy Gobert, même Jordan Clarkson, il y a un avant et un après, il y a un avant Utah et depuis qu'il a Utah. Oui, exactement. Donc il y a beaucoup de joueurs comme ça. Royce O'Neal, typiquement, tous ces mecs-là. Vraiment très bonne formation du côté de Salt Lake City. Donc je pense que le fit est intéressant pour lui et je pense que. Le fit est intéressant pour les deux parties et que Utah peut miser sur ce type de profil. Et ça serait hyper intéressant de le voir dans cette équipe-là, je trouve. Si on veut un peu situer le fit parfait, pour moi, dans l'absolu, ce serait une équipe qui défend fort demi-terrain et qui court. Oui.
Mais c'est typiquement le genre d'équipe dans laquelle il pourrait s'éclater. Et il lui faut du spacing autour de lui quand même. Oui, par contre, il faut quand même que ça space. C'est là où pour l'instant ça pourrait pêcher en fait. C'est-à-dire qu'en ce moment, dans la forme actuelle de la NBA, c'est surtout les postes 3, 2, 3, 4 qui t'apportent du spacing et lui il remplit pas encore cette case-là. Donc là, c'est là où il peut justement être vraiment benché pour l'instant et se développer. Et puis même, c'est important même pour lui d'avoir du spacing autour de lui déjà pour que l'équipe fonctionne et ensuite pour qu'il travaille son tir parce que au début, je pense que les équipes, en fonction d'où ils tombent, si tu as un bon spacing autour, c'est plutôt lui qui vont laisser ouvert. Et justement, c'est à lui de travailler ça et de se dire bon, bah, on me laisse ouvert, maintenant il faut que je sanctionne, quoi. Donc voilà. C'est ça. Écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour sur Ryan Rupert. Ouais, on l'a déjà dit. Ouais, on a fait un gros. On pensait pas faire autant, mais bon, ce joueur tellement intriguant et on a tellement hâte de le voir en NBA. Et c'est pas mal, non? C'est français. Dites-nous, comme Thibault l'a dit tout à l'heure, ce que vous en pensez en commentaire sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram. Suivez-nous sur tous ces réseaux, si ce n'est pas déjà fait, sur Twitch aussi, j'ai oublié. Yes. Voilà. Écoutez, on espère que vous avez kiffé cette vidéo. Nous, on enchaîne. Il va y avoir plein de profils de draft qui vont sortir dans les jours juste avant la loterie. Voilà, donc activez la cloche si vous voulez pas manquer les prochains. Et nous, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode sur l'entre-deux. Salut à toutes et à tous.